Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. La vérité sort de la bouche des enfants. Qui ne connaît pas cet adage populaire? Eh bien, jamais, sans doute, il n'a été aussi vrai que dans l'affaire criminelle de ce soir. L'histoire débute en août 1998 à Avez, dans le Gard. Jamela, une jeune mère de famille, quitte du jour au lendemain son compagnon, Christian Carrier, et leur petite fille, âgée de tout juste 2 ans. Rien d'alarmant pour la police. Christian Carrier, le concubin, est catégorique. Il affirme revoir régulièrement son ancienne compagne. Jamela a refait sa vie. Elle a choisi de lui laisser la garde de leur fille, ce que d'ailleurs d'autres témoignages vont venir confirmer. Pendant 10 ans, personne ne doute de cette version. Personne, sauf la propre fille de Jamela. Depuis le départ de sa maman, l'enfant n'arrête pas de faire d'affreux cauchemars, des rêves très étranges qui vont quand même finir par intéresser les gendarmes. Voici Cauchemar meurtrier pour l'amour d'une mère de Delphine Velter et Éric Migliorelli. Un matin d'août 98. Jamila, une jeune mère de famille, ne se présente pas à son travail. Elle a disparu, corps et bien, du jour au lendemain. Une question reste en suspens. Pourquoi a-t-elle coupé tout contact avec ses collègues, mais aussi sa famille? Et surtout, comment a-t-elle pu abandonner son enfant? Ça m'a étonné quand même que je sois partie sans la gamine quand même. Hein. Maman. Les années passent. Jamila sombre dans l'oubli, mais la petite fille, elle, continue de chercher sa mère par tous les moyens. À chaque fois qu'elle nous téléphonait, elle a dit « Vous avez vu maman ou c'est qu'elle est maman ?» L'histoire de l'amour d'un enfant pour sa mère. Une petite fille qui ne renonce jamais et qui ira jusqu'à supplier les gendarmes de l'aider. Retrouver ma maman. Et pourtant, sa mère serait là, tout près. Dans le village, les rumeurs courent. Certains prétendent même la croiser et racontent qu'elle partirait à la dérive. Fantasme ou réalité, qui dit vrai? C'est le début d'une affaire hors du commun. 10 ans d'enquête à la poursuite d'un fantôme. Ils se sont rendus compte que Jamila n'existait plus. Et si la clé de l'énigme se trouvait dans les terrifiants cauchemars de la petite fille, qui viennent la hanter, nuit après nuit? Une enfant restitue une scène d'une violence terrible qui pose question. Tout porte à croire que Christian Carrier, le père de l'enfant, n'a pas tout dit. Un homme jaloux et possessif, aux multiples facettes. Je suis pas idiot, c'est pas moi le monstre, je suis pas un boucher. Face au juge, l'accusé se mure dans son silence. Mais la jeune femme, après toutes ces années, exige des réponses. Le procès tourne au face-à-face entre un père et sa fille. Est-ce que tu l'as tué? Mars 2006. À la gendarmerie du Vigan, un enquêteur travaille sur une affaire particulièrement délicate. Face à lui, une petite fille de 10 ans. Elle s'appelle Linda. Je vais te poser quelques questions, sans trop t'embêter, et voilà. Viens avec ton papa. Intimidé, l'enfant se renferme. Alors le gendarme va prendre son temps. Petit à petit, il gagne la confiance de la petite fille. Et c'est ainsi qu'au détour d'une phrase, en apparence anodine, Linda va lui confier son plus grand secret. Je fais des rêves. Je rêve souvent, même très souvent. Elle fait un cauchemar. Toujours le même. Une scène terrifiante qui vient la hanter, nuit après nuit. Linda se revoit à 2 ans. Tirée de son sommeil, elle se lève. Quelque chose l'attire au bout du couloir. Tétanisée par la peur, la petite découvre un homme entièrement vêtu de blanc en train de poignarder sa mère. Un inconnu dont le visage est dissimulé sous un casque de motard. Le rêve se termine, toujours par la même image, celle d'une immense mare de sang. Le gendarme est saisi par la violence du récit. D'autant plus que Linda ne vit plus avec sa mère depuis des années. Tu n'as pas vu ta maman depuis longtemps? Depuis combien de temps? À peu près, tu te souviens? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. J'avais 2 ans de la dernière fois que je l'ai vue. Et tu te rappelles bien d'elle?
Une enfant dont la mère a disparu depuis 7 ans restitue une scène d'une violence terrible qui pose question. Que signifie ce cauchemar? Fantasme ou véritable souvenir? Le gendarme n'est pas au bout de ses surprises, car Linda a maintenant quelque chose à lui demander. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez ma maman. Je te promets de tout faire pour retrouver ta maman. Je veux que tu m'aides à retrouver ma maman. Et c'est de là que tout démarre. On va la retrouver. Interpellés par la détresse de l'enfant, les gendarmes décident d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. À la suite des révélations de la petite fille, le père, Christian Carrier, est immédiatement entendu. L'homme, surpris, n'a jamais entendu parler de ce rêve. Mais il confirme les déclarations de sa fille. Oui, c'est vrai, sa compagne est bien partie. Elle a abandonné le foyer il y a des années et il ne la croise que de temps en temps. Du jour au lendemain, elle est partie, elle nous a laissés tous les deux. Comme promis à la petite, les gendarmes démarrent leurs recherches. Mais Jamila n'a plus d'adresse, ni travail et aucun contact avec sa famille. L'enquête promet d'être compliquée. Les gendarmes du Vigan vont essayer de retrouver Jamila, mais ils ont peu de moyens procédurellement. Ils vont interroger à droite, à gauche. Ils vont très vite se rendre compte que Jamila a disparu corps et biens aux alentours du 8 août. Le 8 août 1998. Sa dernière apparition en public remonterait donc à plus de 7 ans en arrière. La dernière preuve de vie était le fait qu'elle devait se rendre sur son lieu de travail. Ces appointements du mois d'août 98. Ce détail intrigue particulièrement les enquêteurs. Si Jamila avait eu l'intention de tout quitter, pourquoi serait-elle partie sans son salaire? Elle qui n'avait pas un sou de côté. Elle a disparu corps et biens, du jour au lendemain. Quitter son conjoint et son travail, c'est une chose. Mais un autre élément de l'affaire plus troublant étonne ses proches et les enquêteurs. Jamila, ça m'a étonné quand même qu'elle soit partie sans la gamine quand même, hein, puis qu'elle soit pas venue la rechercher. Les gendarmes vont tenter de mieux cerner le profil de la disparue en se posant cette simple question. Aurait-elle été capable d'abandonner son enfant? Jamila a tout juste 20 ans lorsqu'elle tombe enceinte. Elle est follement amoureuse et malgré son jeune âge, sa grossesse est ardemment désirée. Il y a une joie sincère, si vous voulez, qui rayonne. Après, lui, certainement, trouvait du bonheur à avoir une compagne de 15 ans de moins que lui, et mignonne au demeurant. Et elle, certainement, trouvait dans cet homme, qui est quand même bon, très assis, très posé, une sorte de figure paternelle, rassurante, aimante. Pour Jamila, qui a grandi ballottée entre foyer et maison d'accueil, pouvoir enfin fonder sa propre famille est un rêve. Un rêve qui devient réalité le 16 mai 1996, à la naissance de la petite Linda. Elle était tellement amoureuse qu'elle lui a donné le plus beau des cadeaux, hein, sa petite fille. C'est une preuve d'amour. Jamila rayonne. Elle ne quitte jamais son bébé et l'entoure d'attention et de tendresse, comme le montrent ces quelques photographies prises par sa famille. Les proches se souviennent de ces années comme des plus belles de sa vie. Il y a eu des moments très heureux. Jamila, elle écrit à sa grand-mère une lettre dans laquelle elle dit qu'ils sont parfaitement heureux. Mais ces moments de bonheur vont être de courte durée. Dans la petite maison d'Avez, la vie est austère.
Christian Carrier consacre l'essentiel de ses journées à ces animaux. Il y avait de tout, il y avait des poules, des canards, il y avait des moutons, des chevreaux, il avait un peu de tout. C'était une petite basse-cour qu'il avait. Son surnom, c'était le berger. Quelques bêtes et un potager. Le père de famille subvient aux besoins du foyer comme il le peut. Les fins de mois sont souvent difficiles. Carrier, c'est quelqu'un qui se contente de pas grand-chose. Il avait 2-3 chèvres, il s'occupait de ses chèvres. Voilà, il vivotait, il survivait, mais il se satisfaisait de ce qu'il avait, c'est-à-dire pas grand-chose. Leur grosse promenade, c'était le samedi. Donc il avait comme moyen de transport à ce moment-là, il avait un motoculteur. Il avait fabriqué une petite brouette qu'il attachait au motoculteur. Et c'était la grande sortie, c'était le samedi matin qu'il descendait au marché, tout le monde dedans. Voilà, c'était vraiment la grosse sortie, disons. Les dépenses sont rares. Le couple vit replié sur lui-même. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de visite, et il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. Dans le village, les journées se suivent et se ressemblent. Jamila se sent seule et voit sa jeunesse lui échapper. Jamila a sans doute aimé cette façon de vivre qui était, c'était un peu une vie de bohème. Et je pense qu'elle s'est illusionnée sur la vie de bohème que Carrier pourrait lui offrir. À la maison, l'ambiance se détériore. Christian sent que sa compagne étouffe. Mais il est incapable de trouver les mots pour la retenir. Tu vis chez moi, là? Alors ? Quoi alors? Jamila ne peut plus supporter ces tensions. Après une énième dispute, elle prend la décision de partir. Mais son compagnon, très attaché à sa vie de famille, ne peut accepter ce départ brutal. Pour lui, c'est un véritable déchirement. Si tu t'en vas, c'est définitif, ça, compris? Fou de rage, il interdit à Jamila de partir avec leur enfant. C'est ça, casse-toi. Mais pas avec la petite, là. La petite, elle reste ici. Elle reste ici avec moi. Tu vas bien récupérer. Ouais, c'est ça. Elle m'avait dit un jour qu'elle partirait et puis qu'elle emmènerait la petite. Elle était partie, mais elle n'avait pas eu le temps de prendre la petite avec elle. Alors je lui avais dit, tu auras des difficultés à la récupérer. Hein. Désormais libre, Jamila va prendre sa vie en main. Elle décroche un poste dans une association hospitalière et pendant 6 mois viendra le plus souvent possible rendre visite à sa fille. Jusqu'à ce fameux jour d'été 98 où elle ne se présente plus au bureau. Que lui est-il arrivé? Un accident? Une mauvaise rencontre? Et si, bien au contraire, elle avait saisi l'opportunité d'une vie meilleure? Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Jamila Eften, une jeune femme de 24 ans, disparaît du jour au lendemain, un matin d'août 98, abandonnant derrière elle sa fille, Linda, âgée de 2 ans. Au fil du temps, l'enfant grandit avec l'obsession de retrouver un jour sa maman. À 10 ans, elle trouve même le courage d'aller demander l'aide des gendarmes. Mais l'enquête va s'avérer beaucoup plus compliquée que prévu. Jamila n'est pas réapparue depuis 1 mois. Dans la maison d'Avez, le quotidien reprend ses droits. Les jours passent, l'enfant apprend à vivre loin de sa maman. Christian, lui, apprivoise tant bien que mal son rôle de père célibataire. Waouh. Toi, tu me décevras pas au moins. À sa fille, il pouvait passer des heures complètes assise sur le mur en train de la coiffer. C'était... il a bichonné, pratiquement. Pas un cheveu qui dépassait, sa robe, pas un pli sur la robe, tout en nickel, sa fille. C'était sa petite fille, là, c'était impressionnant de le voir faire. Christian n'a plus que sa petite Linda. Il développe avec elle une relation fusionnelle. Elle est tout ce qui lui reste de Jamila. Car cet homme meurtri ne s'en cache pas.
Il dit à qui veut l'entendre qu'il est prêt à pardonner à sa compagne, à l'accueillir à nouveau, si jamais, un jour, elle acceptait de revenir. Et justement, un après-midi d'hiver 98, l'espoir lui est enfin permis. Après 4 mois sans nouvelles, Jamila frappe à sa porte. Christian essaie de lui parler, mais il remarque qu'elle a changé. Ses propos sont incohérents, elle semble perdue et lui annonce qu'elle part s'installer dans le Vaucluse. Puis elle disparaît sans avoir pris la moindre nouvelle de sa fille. Inquiet, Christian décide de tout raconter à Micheline, la grand-mère adorée de son ex-compagne. Un beau jour, c'est lui qui m'a écrit en me disant que ma petite fille revenait de temps en temps, comme ça, pour manger. Alors lui, il lui laissait toujours la porte ouverte. Il lui disait, si tu veux revenir, tu reviens. J'étais contente qu'il me donne des nouvelles quand même. Contrairement à ce qu'elle avait dit, Jamila ne quitte pas la région et va même revenir au village à plusieurs reprises. Entre septembre 98 et mars 2002, Christian va la croiser pas moins d'une dizaine de fois. Dans ses lettres, Christian Carrier explique que Jamila souhaitait refaire sa vie et qu'elle traîne avec des gitans, qu'elle est devenue une fille de mauvaise réputation, qu'elle se drogue. Il donne des nouvelles et il dresse de Jamila un tableau particulièrement sombre. Ces courriers faisaient état de sa vie avec Linda, mais aussi du fait que de temps en temps, il voyait Jamila. Il la voyait avec des marginaux du Vigan. Là, t'as pas une clope? Ta gueule, connard. Il lui indiquait également qu'elle venait souvent le voir la nuit pour avoir un petit peu d'argent ou pour manger. Et à chaque fois qu'il la croise, le père de famille écrit à la grand-mère de Jamila. Rassuré de la savoir en vie, ses proches se raccrochent au moindre espoir. Et pourtant, les nouvelles sont loin d'être bonnes. Christian ne leur épargne rien de la descente aux enfers de son ex-compagne. J'ai eu peur qu'elle soit tombée, pas dans une secte si vous voulez, mais qu'elle soit tombée sur des gars qui l'aient entraînée à faire le trottoir ou des trucs comme ça, j'y ai pensé. Mais on s'est quand même posé des questions, parce que quand il a dit qu'elle était partie se faire prostituer, ça nous a choqués quand même sur le coup, on l'a pas compris. En effet, Christian raconte qu'il l'aurait aperçue en tenue provocante, attirant les hommes du village. Jamila aurait visiblement besoin d'argent. Un choc pour toute la famille. Mais dans un petit village, les secrets de famille alimentent vite les commérages. D'autant plus que Christian n'est pas le seul à assister à la déchéance de la mère de la petite fille. Les voisins parlent, et au fil des mois, les rumeurs les plus folles vont courir sur son compte. Et ça a commencé à faire jaser les gens du village. Certains ont dit qu'elle était repartie au bled alors que le bled, elle ne le connaît pas, elle n'y est pas née, elle n'y a jamais vécu et personne de sa famille n'y est. On a dit qu'elle était enceinte et partie refaire sa vie à Paris. Comment démêler le vrai du faux? Qui croire? On disait, bon, elle a une vie à côté, puis c'est, voilà, elle a peut-être honte de rappeler ma mère parce qu'elle a fait ça. J'ai pensé que peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, puis qu'elle a refait sa vie, ça aurait pu arriver aussi. Hein. Mais je comprenais pas pourquoi elle n'était pas revenue chercher la Camille. Car si certains voisins prétendent croiser Jamila, et ne se privent pas de le raconter avec force détail, la petite fille, elle, ne va jamais revoir sa maman. Et à la maison, seule avec son père, elle endosse, alors qu'elle n'a que 8 ans, le rôle de sa mère disparue. Linda est devenue, au départ de Jamila, la femme de la maison. Christian Carrier avait une relation fusionnelle avec sa fille. C'est un papa qui considère sa fille comme sa petite femme. Malgré son âge, il attend d'elle qu'elle lui fasse à manger, il attend d'elle qu'elle soit à sa disposition. Linda obéit, mais une question la hante inlassablement. Pourquoi Jamila ne vient-elle jamais la voir? Qu'a-t-elle fait de mal pour que sa maman la raye de sa vie? Tu sais si maman elle va revenir? Je vais abandonner, tu sais ça? Mais pourquoi elle est partie? Écoute... Tout le temps rechercher sa maman. Hein. À chaque fois qu'elle nous téléphonait, elle a dit « Vous avez vu maman? Où c'est qu'elle est, maman ?»
On lui dit, bon, c'est pas ma biche, on sait pas où qu'elle est. Les questions incessantes de Linda finissent par exaspérer son père. Elle est partie parce qu'elle est méchante. Tu comprends? Et je vais pas le répéter à chaque fois, alors t'arrêtes avec tes questions. Il ne veut plus entendre parler de son ex et ne supporte pas que Linda attende encore le retour de sa mère. Il y a que ton papa qui t'aime, tu comprends? Linda va croire tout ce que lui dit son père sur sa mère et va développer une grande tristesse et une grande culpabilité. Djamila, de son côté, semble avoir définitivement coupé les ponts. Elle ne voudrait plus rendre de compte à personne. Puis je me disais, c'est bizarre qu'elle ne m'écrit pas, alors j'avais mis un petit mot dans sa lettre à lui pour Djamila. Et voyant qu'il ne me répondait pas, je lui ai réécrit en disant, est-ce que tu as donné la lettre à Djamila? Il dit, oui, elle a lu la lettre, mais c'est tout. Après, elle l'a déchirée, elle n'en voulait plus. Sa famille, qui vit à plus de 600 km d'Avez, ne trouve pas les moyens de la contacter. Au fil du temps, les proches se résignent. Mais pour les gendarmes, cette histoire ne tient pas debout. On ne peut pas imaginer qu'elle ait pu ou qu'elle ait voulu quitter Avez pour refaire une vie sans sa fille. C'est inimaginable. Les enquêteurs vont reprendre en fait le dossier au début sur place par les témoins, c'est-à-dire de l'entourage le plus proche en allant jusqu'au plus large, si vous voulez, à la fois de Carrier et à la fois de Djamila. C'est alors qu'il recueille plusieurs témoignages parlant d'un homme avec qui Djamila entretenait une relation amoureuse. Une histoire qui avait commencé seulement 2 mois avant sa disparition. Cet homme, c'est lui. Il s'appelle François et il a 31 ans. Il est un des derniers à avoir vu la jeune femme avant sa disparition. Et surtout, il est bien connu des services de gendarmerie. François, c'est un marginal, manifestement. C'est un homme qui n'est pas très stable, qui a des problèmes psychologiques. Il était connu pour des affaires de vol, de vol par effraction, de toxicomanie, de violence. Et ce n'est pas tout. Il a par ailleurs quitté la région du Gard quelques jours seulement après la disparition de Djamila. Une brigade se met à sa recherche. En 48 heures, les enquêteurs le localisent à Montargis, dans le Loiret. Un homme connu pour sa violence. Décidément, son profil intéresse particulièrement les gendarmes. Lors de son audition, le suspect adopte une attitude méfiante. Il se braque et, pour ne rien arranger, il se contredit et s'embrouille. Une dizaine d'années. Il va y avoir des suspicions assez lourdes, hein. Il va être placé en garde à vue. Les choses, parce que c'est quelqu'un qui est très confus dans ses explications, dans ses justifications. Son passé, certainement, fait que, naturellement, il n'a pas confiance dans des enquêteurs. Pour la première fois, les gendarmes ont la conviction de tenir une piste solide. Et pourtant, le marginal expliquera qu'il n'a pas revu Djamila depuis longtemps. Comme tout le monde, il l'a perdu de vue en août 98. Et comme tout le monde, il n'a pas vraiment cherché à savoir ce qui lui était arrivé. Après vérification, force est de constater que l'homme dit la vérité. François, bien sûr, dit qu'il n'y est pour rien. Il n'y a aucun élément laissant penser qu'il soit pour quelque chose. Il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de raison, il n'y a aucun problème. Il y a eu une enquête très approfondie auprès des milieux que fréquentait Djamila après qu'elle soit séparée de Christian Carrier, et y compris qui nous donnent des explications qui font que les enquêteurs conviennent qu'il est complètement étranger à la disparition de Djamila. Mais pour autant, l'audition de François va se révéler déterminante dans l'avancement de l'enquête. Car pendant leur relation, Djamila s'était confiée à son amant. Des confidences qui vont révéler une nouvelle facette de Christian Carrier. Quelque part, malgré lui, il va apporter une clé fondamentale. Ce
Il expliquera que la relation Carrier-Djamila était pas si rose que ce que Carrier veut bien le faire croire, et que Djamila était une fille apeurée, était sous la coupe et la contrainte de Carrier. Cette sorte de pouvoir qu'il a sur elle, c'est-à-dire que c'est lui qui autorise quand Djamila peut venir voir sa fille et pas partir avec elle, mais il faut qu'ils soient ensemble, etc. Plus des manifestations de violence. Les gendarmes, intrigués, vont alors se pencher de plus près sur la vie intime du couple. Ils interrogent les voisins et très vite, les langues se délient. La réputation de Carrier se noircit au fil des témoignages. Certains témoins ont vu Carrier en train de frapper Djamila. Des témoins disent également qu'il l'empêchait, qu'il la séquestrait, qu'il empêchait tout contact avec l'extérieur. Ça, c'est clair. Elle n'avait pas trop ce mot à dire, disons. Chaque fois qu'elle voulait parler à quelqu'un ou n'importe, il fallait qu'elle attende un signe pratiquement de Christian pour qu'elle puisse parler. Elle était complètement soumise, tout en craintive. J'ai jamais pratiquement vu lui parler gentiment. Vas-y, tu vis chez moi là. Alors? Quoi alors? Eh, c'est moi qui t'héberge, c'est qui de la petite fille. Qu'est-ce que tu fais? T'es à moi, t'as compris? T'es à moi! T'entends ça que t'es à moi? Tu restes là! Tu restes là! Il s'avère qu'à chaque fois que Djamila rendait visite à sa fille, Carrier la menaçait de ne pas la laisser repartir. Coups, hurlements, insultes. C'est avec la peur au ventre que la maman venait embrasser son enfant, et toujours sous l'étroite surveillance de son ex. Pour finir, François va révéler une autre information capitale. La dernière fois qu'il a vu Djamila, c'était ce fameux 9 août 98, jour de la disparition de la mère de famille. Et justement, il la déposait chez Christian Carrier. Cette piste se referme dans la mesure où nous explique que, effectivement, lui a vu Djamila, mais la dernière fois qu'il l'a vue, c'était à Avez. Elle était en compagnie de Christian Carrier et de la petite. L'étau se resserre sur le berger d'Avez. Les gendarmes ont la conviction que l'homme n'a pas tout dit et qu'il est directement impliqué dans la disparition de son ex-compagne. Qui est-il vraiment? Jusqu'où ce père de famille violent et possessif a-t-il pu aller pour garder sa fille près de lui? Les gendarmes le soupçonnent, mais ils sont encore loin d'imaginer le scénario diabolique du berger d'Avez. Un homme à la double personnalité qui, durant près de 10 ans, a réussi à manipuler non seulement une famille, mais aussi tout un village. Djamila Iften a disparu en août 1998 dans des conditions particulièrement troubles. Personne ne semble s'inquiéter pour cette jeune femme. Personne, excepté son enfant. Une petite fille, Linda, qui n'a pas vu sa maman depuis 8 ans. Et pourtant, elle ne l'oublie pas. Elle s'inquiète et supplie un gendarme de l'aider à la retrouver. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez ma maman. Mais Djamila reste introuvable. Seule piste, les rêves de la petite. Des cauchemars dans lesquels sa mère est poignardée par un homme masqué. Tout porte à croire que Christian Carrier, le père de l'enfant, n'est pas étranger à cette mystérieuse disparition. Mais pour le moment, aucun élément matériel ne pèse contre lui. Malgré le témoignage capital du dernier compagnon de Djamila, l'affaire est au point mort. Pour l'instant, les gendarmes n'ont ni corps, ni le moindre indice reliant Christian Carrier à la disparition de Djamila. Et si le dénouement de l'enquête était là, où tout a commencé, dans les cauchemars de la petite Linda. En juin 2006, la petite fille semble très perturbée. À l'école, elle fait d'étranges confidences. Des confidences qui vont tellement inquiéter sa maîtresse qu'un rendez-vous va rapidement être pris avec un juge pour enfants. Le juge des enfants de Nîmes
va avoir l'excellent réflexe, immédiatement, d'organiser une audience, de faire venir la petite et de parler avec elle. Mais Linda a du mal à livrer ses tourments. Elle n'arrive pas à trouver les mots justes. Elle semble avoir peur. C'est alors que la magistrate lui suggère d'écrire ce qu'elle a sur le cœur. Pendant de longues minutes, Linda va raconter ce cauchemar qui, depuis peu, revient nuit après nuit, la terrifier. Elle fait effectivement des révélations sur le cauchemar qu'elle avait déjà évoqué, en étant beaucoup plus précise sur le déroulement de la scène. Elle décrit une scène effroyable dont elle est témoin, alors qu'elle n'a que 2 ans. Et elle finira par dire que le monsieur qui tient le couteau, qui le plante dans le cou de sa maman, ce n'est autre que son propre père. L'inconscient de Linda avait donc, en quelque sorte, occulté le visage de son père. Un casque blanc pour se protéger de l'insoutenable souvenir. Celui d'avoir assisté, impuissante, à la folle jalousie d'un père assassin. Linda aurait-elle vraiment vu son père poignarder sa mère? Un enfant de 2 ans peut-il avoir des souvenirs si précis? Elle voit le couteau qui pénètre dans le cou de la mère, et voit la flaque de sang qui s'ensuit, qui en découle. Et le cauchemar traumatique a ça de particulier par rapport au rêve ordinaire. Le cauchemar traumatique, il est très réaliste. Il reproduit toujours la même scène, les mêmes détails, à un brin d'herbe près. Et ça se déroule comme un film. Et à chaque fois, c'est accompagné de la même terreur, et absence de secours et sentiment d'impuissance qu'il avait quand c'est survenu. Il y a du merveilleux dans le rêve. Donc le cauchemar traumatique, c'est pas du merveilleux, c'est du réel. Un tel choc pour un bébé de 2 ans que Linda l'aurait enfoui dans son inconscient. Et 8 ans plus tard, à en croire le psychiatre, cette scène effroyable ressurgirait dans ses cauchemars. Mais peut-on condamner quelqu'un sur le récit d'un rêve? Je pense que cet élément n'est pas judiciairement, en termes de preuves, important. Il accrédite la conviction qu'ont déjà les enquêteurs que Djamila est morte et que c'est Christian Carrier sûrement qui l'a tuée. Là encore, c'est un élément important du dossier, mais à lui seul, il ne peut pas permettre de faire condamner Christian Carrier. Pour confondre leur suspect numéro 1, les gendarmes vont alors employer les grands moyens. Une enquête pour homicide est ouverte. Et pour ne rien laisser passer, ils reprennent tout à zéro. Christian Carrier prétend avoir croisé Djamila à une dizaine de reprises entre 1998 et 2002. Pour vérifier ses dires, la section recherche de Nîmes va traquer le moindre signe de vie de son ex-compagne. Et leurs conclusions sont sans appel. L'analyse qu'on avait fait de ces comptes faisait apparaître un dernier retrait en date du 1er août 1998. C'était un retrait de 300 francs à l'agence du Crédit Agricole du Vigan. Soit 8 jours avant sa disparition. Depuis, plus rien. Et ce n'est pas tout. Ils s'aperçoivent que le compte bancaire de la jeune femme a été clôturé par la suite, faute de mouvement d'argent. Après de nombreuses vérifications dans les administrations françaises, Djamila reste introuvable. Aurait-elle tenté de refaire sa vie à l'étranger? On a sollicité, par l'intermédiaire d'Interpol, l'ensemble des 25 pays européens à l'époque, sur la base de la photographie de Djamila, de son identité, mais également d'une trace papillaire qu'on avait récupérée à la sous-préfecture du Vigan lorsqu'elle avait été faire une carte nationale d'identité. Donc tous ces éléments ont été envoyés à l'étranger pour savoir si cette dame n'est pas connue chez eux. Bien sûr, nous n'avons eu que des réponses négatives. Les conclusions, c'est qu'ils se sont rendus compte que Djamila n'existait plus. C'est officiel.
Désormais, les gendarmes ne cherchent plus une disparue, mais un corps. Pendant 10 ans, Jamila Iften a alimenté les rumeurs du village d'Avez. Tantôt en vie, entraînée dans une déchéance, tantôt morte. Après une enquête minutieuse des gendarmes, personne ne peut apporter une preuve de vie de la mère de famille, hormis son ex, Christian Carrier. Avec son profil inquiétant et violent, le berger d'Avez est désormais le suspect numéro 1. Et l'horreur de ce qu'il va dévoiler dépasse tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Face à un dossier désespérément vide, les enquêteurs cherchent par tous les moyens un élément tangible pour confondre le père de la petite Linda. Une équipe d'experts scientifiques est envoyée pour passer chaque centimètre carré de sa maison au peigne fin. Du grenier à la cave, en passant par le jardin et les alentours, les équipes iront même jusqu'à expertiser les meubles utilisés par le couple 10 ans auparavant. Donc il y a eu un investissement absolument phénoménal dans la maison, dans les forêts, et puis je vous le dis surtout dans le travail continu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un élément suspect qui pouvait être trouvé, aussitôt on partait en analyse, en expertise, voilà, et ça a duré quelques années. Ouais. Le corps de Jamila, on va le chercher partout. Chez Christian Carrier, dans sa cave, dans tous les terrains sur lesquels il allait faire paître ses 3 chèvres et ses 4 brebis. Chez les voisins, on va tourner la moitié des Cévennes et on ne trouvera rien. Le berger aurait-il commis le crime parfait? Comment expliquer à Linda que personne ne pourra lui rendre sa maman, ni lui donner la moindre explication sur son décès? Nous sommes en septembre 2007. Alors que les enquêteurs travaillent sans relâche sur cette affaire, un ami du couple va se présenter spontanément à la gendarmerie. Il a des révélations à faire. Pendant l'enquête, il va se passer quelque chose d'assez surréaliste et surprenant. C'est qu'une personne, Didier, va être entendue par les enquêteurs et va curieusement confirmer quelque part une des thèses soutenues par Carrier, à savoir qu'il aurait croisé, bien après la date de la disparition de Jamila, à Paris. Il l'avait vue effectivement avec un enfant. Elle n'avait pas du tout changé quand même physiquement. En quelques années, elle n'avait pas pris une ride, mais elle avait effectivement un enfant et semble-t-il, avait refait sa vie en région parisienne. Didier ajoute qu'il l'a revue très récemment à Ganges, dans l'Hérault. Pour lui, elle est bien vivante et elle va bien. Et si Jamila était finalement toujours en vie? Commencent alors de nouvelles investigations pour vérifier les dépositions de ce témoin clé. Jamila! L'homme est immédiatement placé sur écoute. Les enquêteurs découvrent alors qu'il a tendance à imaginer des choses, à divaguer, que c'est un affabulateur. Son témoignage n'a donc aucune crédibilité. Ce personnage sera décrit rapidement comme étant alcoolique, mythomane, et donc absolument pas crédible. Et on se posera la question de savoir si il n'a pas été rapproché par Carrier pour venir étayer une thèse qui tendrait à le disculper. Peut-être était-il un proche de Christian Carrier, voulait-il à ce titre-là le dédouaner d'un quelconque fait. On n'a pas réellement compris les raisons pour lesquelles il avait fait ce témoignage. Cette piste est abandonnée. Retour au point de départ. Les soupçons reviennent naturellement sur l'ex-compagnon de Jamila. Décembre 2008. Carrier est placé en garde à vue. Mais les gendarmes n'ont toujours rien de concret à opposer à sa version. C'est donc sur la seule base des cauchemars de la petite fille qu'ils vont l'interroger. Pour boucler cette affaire, ils doivent absolument obtenir des aveux complets. Mais Carrier sait qu'ils n'ont rien de solide contre lui. Alors il tient bon et s'entête. C'est quelqu'un qui aura réponse à tout. Donc tous les éléments qu'on lui présente, tous les éléments de cohérence, de témoignage, il va les balayer. Alors plus encore, si vous voulez, plus encore
un rêve d'enfant, si vous voulez. Lui, voilà. Quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? Comprenez ça? Les heures passent et le ton monte. Mis face à ces incohérences, épuisé par les mêmes questions incessantes, le berger finit par flancher. Il avoue qu'il n'a jamais revu son ex-compagne depuis août 98. Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Carrier, ce berger sans le sou, alcoolique et violent, a donc réussi à faire vivre Jamila durant 10 ans. 10 années de rencontres qui n'ont en fait jamais existé. Jamila n'est jamais venue lui réclamer de l'argent, n'a jamais traîné avec des marginaux, ni serait passé le voir cette nuit-là pour lui dire qu'elle déménageait loin. Pire encore, c'est aussi lui qui est à l'origine de toutes les rumeurs du village. Tout était faux, y compris ce qu'il écrivait dans les lettres destinées à la grand-mère. Le mieux, c'est d'avouer maintenant. J'ai rien à vous dire. Il avoue donc avoir menti aux gendarmes et manipulé tous ses voisins. Mais tout cela ne fait pas de lui un meurtrier. Et au terme d'une audition très finement menée par les enquêteurs, puisqu'elle va durer un certain temps et qu'elle va être faite de façon très progressive, il va finir par dire « j'ai des révélations à faire, mais je souhaite les réserver au juge d'instruction ». Avouez! Carrier reconnaît ne pas être étranger à la disparition de la mère de Linda. Il veut à présent soulager sa conscience. Je veux parler au juge d'instruction, vous comprenez? Carrier va arriver devant le juge d'instruction et va passer à des aveux surréalistes qui font froid dans le dos et va raconter avec un luxe de détails une scène qui se rapproche fortement du fameux rêve de Linda et va même aller jusqu'à donner des détails croustillants alors même qu'on ne lui pose pas de questions. J'ai besoin de dire ce qui s'est passé et ce qui s'est réellement passé. Je vous écoute. Elle était revenue à la maison pour voir Linda. Oui. Et elle a pété un plomb. Il explique au juge d'instruction qu'il s'est violemment disputé avec Jamila, qu'elle a saisi un couteau de boucher qui était dans la cuisine. Tu lui dis au revoir, tu te casses. Non, je ne pars pas sans ma fille. Non, reste là. Ta fille part avec moi tout de suite. Non, tu te casses, non, casse-toi. Non, Tire-toi. Je te préviens, si tu ne la donnes pas, je t'en écoute. Tu fais ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te casses? Lâche ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Linda, file dans ta chambre. Ce soir-là, elle voulait récupérer la petite. Je ne voulais pas. Je voulais avoir les deux, dit-il. Et il m'était insupportable de la voir partir. Et de les voir partir toutes les deux. Carrier aurait donc préféré assassiner Jamila plutôt que de la voir partir avec leur petite fille. Mais pour le juge d'instruction, un mystère reste encore à éclaircir. Où est passé le corps de Jamila que les gendarmes n'ont eu de cesse de chercher? Carrier va alors lui livrer, dans les moindres détails, la suite de cette terrible nuit. Pour faire disparaître le corps de Jamila, le berger dit avoir décidé de le découper. Il y passera plusieurs heures. Le jour se lève quand il termine son macabre travail. Il explique alors avoir donné quelques morceaux à ses chiens, puis d'avoir jeté le reste dans différents containers à poubelles des alentours. Le jour où il a tué sa compagne, il n'en restait plus rien, et qu'il n'en restera plus rien. Et la question lui était posée très directement, et il a dit « il n'en reste plus rien ». Carrier avait donc réussi à effacer toute trace de son terrible crime, sans que personne dans le village ne se doute de rien. Qui peut bien être cet homme, capable de découper la mère de sa fille, méthodiquement, puis reprendre une vie normale, comme si de rien n'était? La particularité de Christian Carrier, c'est que il a deux facettes. La facette de celui qu'il est réellement dans le huis clos de sa maison, et puis l'image qu'il va donner à l'extérieur. Il est à la fois passionné par la nature et par les animaux, mais pas dans une relation affective, dans une relation de domination. Christian Carrier était cruel
avec tout le monde, y compris avec les animaux. Le 12 décembre 2008, soit 10 ans après le meurtre de Djamila, le berger d'Avez est mis en examen. Il est immédiatement placé en détention provisoire. Devant ce fait divers hors norme, le procureur de Nîmes improvise une conférence de presse. Le juge d'instruction a pu mettre en examen une personne qui a avoué avoir, 10 ans plus tôt, tué d'un coup de couteau son ex-compagne et ensuite d'avoir fait disparaître le corps en le faisant d'une part, en le jetant d'une part dans des containers poubelles et puis d'autre part, il semblerait que des chiens aient dévoré le reste des restes humains. Les journalistes s'emparent de l'effroyable affaire, s'emballent et présentent Christian Carrier comme un monstre sanguinaire. Partout dans la région, l'homme est surnommé le dépeceur du Gard. Du fond de sa prison, Carrier ne supporte pas cette réputation. Un mois plus tard, il revient sur ses aveux et nie être l'auteur de ce crime. Sa défense est simple. Il prétend avoir avoué sous la pression des gendarmes. Moi j'ai parlé parce que j'ai dit ça pour pouvoir rentrer chez moi. J'aurais dit que... Mais cette soudaine rétractation a du mal à convaincre. J'avais pris un couteau que j'avais planté dans la gorge, mais c'est pas vrai, je t'ai pas fait ça. Je suis pas idiot, c'était pas moi le monstre, je suis pas un boucher. Personne n'est dupe, personne n'y croit. La précision de ses aveux est telle que on ne peut pas imaginer qu'il ait pu fantasmer, comme il essaie de le soutenir par la suite. Et tout le monde prend conscience que la seule raison pour laquelle il se rétracte, c'est parce qu'il ne veut pas, il ne supporte pas d'avoir cette image d'un monstre, ce que les journaux ont appelé le dépeceur du Gard. Cette image-là, il la réfute. À partir du moment où Christian Carrier revient sur ses aveux, Linda avait peut-être espoir de retrouver sa maman. En tout cas, elle voulait savoir ce qu'était devenu sa maman. Désormais adolescente, Linda n'a toujours pas renoncé à son combat. Pour comprendre ce qui est arrivé à sa mère, elle ne reculera devant rien. Cour d'assises du Gard, 29 juin 2011. Malgré sa rétractation, Christian Carrier est traduit devant les tribunaux. Comme on le voit sur ses archives, le berger, ici vêtu d'un t-shirt jaune, semble décontracté, presque souriant. C'est ainsi que le public découvre le visage de celui que l'on surnomme partout le dépeceur du Gard. Sa fille, la jeune femme brune que l'on aperçoit de dos, est maintenant une lycéenne de 15 ans. Elle vit dans une famille d'accueil et n'a pas revu son père depuis 5 ans. Il y a des regards. Il y a presque de la tendresse, de la compassion à ce moment-là, je pense. Il a quitté une petite fille et puis il trouve une adolescente, presque une femme. On a un homme qui crie son innocence, On a l'espoir qu'il va avouer. Il n'en est rien. Christian Carrier réfute toutes les accusations en bloc. Il revient sur l'intégralité de ses premiers aveux, allant même jusqu'à évoquer l'hypothèse d'un suicide. Rien ne le fera flancher, pas même la présence de sa fille. Je vous l'ai dit, je l'ai pas tué. Linda est anéantie. Une fois de plus, elle va donc repartir avec le poids des doutes et des incertitudes, sans avoir obtenu la moindre explication. Le verdict est pourtant sans appel. L'accusé est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté des 2/3 pour le meurtre de Djamila Iften. Il fait immédiatement appel de cette décision. Un an plus tard, le 25 juin 2012, le berger d'Avez fait reparler de lui. Procès en appel de Christian Carrier, accusé d'avoir tué son ex-compagne à Avez dans le Gard. L'homme était accusé d'avoir tué en 98 à Avez dans le Gard son ex-compagne avant de la découper en morceaux. Le procès en appel s'ouvre en Avignon. Mais cette fois-ci, dans le box des accusés, le berger apparaît profondément changé. Plus de sourire, ni d'assurance dans sa démarche. L'homme semble brisé par la détention.
La cour arrive, Christian Carrier intègre son box. La présidente lui demande pourquoi il a interjeté appel. Et il répond pour avouer. Coup théâtre, parce que ça ne correspond pas au personnage. Même si on avait la conviction qu'il était coupable, on ne s'attendait pas à ce qu'il vienne expliquer et reconnaître sa responsabilité. Je l'ai tué. Stupeur générale. Carrier soulage enfin sa conscience et affronte le regard de sa fille. Linda va arriver à la barre. Elle n'est plus la même que l'année d'avant. Elle va voir son père, je pense, autrement. Et elle va vouloir lui poser directement des questions. Et droit dans les yeux, et plus en enfant soumise qu'elle était jusqu'à ce moment-là. J'ai le sentiment qu'elle va se libérer à ce moment-là du joug de son père. Dis la vérité. Qu'est-ce que t'as fait du corps? Acculé, le père réitère ses premiers aveux. Oui, cette nuit du 9 août 1998, il a asséné un coup mortel à Jamila, puis toute la nuit l'a découpé en morceaux. Linda comprend alors, définitivement, qu'il n'y a plus aucun espoir. Sa mère ne lui reviendra jamais. Si on s'en tient aux aveux de Carrier, cet homicide est un accident. Il y a eu lutte entre Jamila et lui, et bon, c'est lui qui a eu... Jamila serait arrivée avec le couteau, lui s'en serait emparé et lui aurait planté dans la poitrine. Il décrit presque un état de légitime, carrément même, un état de légitime défense pour lui-même et pour autrui, pour sa fille. Carrier n'a pas supporté que Jamila, qui aurait forcément obtenu la garde de leur fille, ne le prive de sa vie de famille. Et il est clair pour nous que le mobile de Christian Carrier, de faire disparaître Jamila, c'est qu'elle ne se présente pas à l'audience qui était fixée en septembre devant le juge aux affaires familiales, date à laquelle elle aurait pu, parce qu'elle avait un travail, parce qu'elle avait un logement, elle aurait pu récupérer sa fille. Le 29 juin, Christian Carrier est définitivement condamné à 30 ans de réclusion. Il accepte le verdict sans manifester la moindre émotion. Pour la famille de la victime, qui a été manipulée pendant plus de 10 ans par Carrier, ce verdict est un soulagement. Et pourtant, aucune peine, aussi lourde soit-elle, ne pourra apaiser leur souffrance. Comme sépulture, on n'a rien, c'est quoi, une poubelle qu'on va avoir? On ne peut pas faire notre deuil. Il mérite pas de vivre, ce gars-là. Ben, pour moi. Avec tout le mal qu'il nous a fait. Pendant toutes ces années, Carrier a fait passer Jamila pour une mauvaise mère. Linda sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ce qui a été une satisfaction, c'est le fait que Linda puisse enfin savoir que sa mère l'aimait, que sa mère ne l'a pas abandonnée, que sa mère a disparu parce qu'elle était morte, qu'elle n'a rien à se reprocher, que sa mère était une petite bonne femme formidable, tout comme elle l'est elle-même. Ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est que Jamila a disparu, qu'au terme d'une enquête qui aura duré 8 ans, on se rend compte que finalement elle a disparu dans l'indifférence générale. Seule une toute petite fille de 2 ans ne l'aura jamais oublié. Seul l'amour d'un enfant pour sa mère aura su guider les enquêteurs et permis l'incarcération du meurtrier de Jamila Iften. Nous sommes le 9 avril 2009 dans le Morbihan. 2 cambrioleurs s'introduisent dans la propriété d'un notable de la région, Eugène Lecouviour, et de sa seconde épouse Anne-Marie. Après avoir ligoté le couple, les malfrats exigent de voir un coffre-fort. Il n'existe pas. Lors de leur visite, les voleurs font preuve d'une telle violence, d'une telle brutalité avec leur victime qu'Anne-Marie décède. Mais peut-on parler d'un simple cambriolage qui a mal tourné? Enfin, c'est en tout cas ce que pensent dans un premier temps les gendarmes.
Un témoignage fait pourtant brutalement basculer l'affaire. C'est la belle-fille d'Eugène qui aurait commandité le cambriolage tout simplement pour récupérer des documents financiers, car Eugène Lecouviour est un homme très riche, très âgé. Son héritage semble provoquer une guerre ouverte entre ses enfants d'un côté et ceux de sa seconde épouse de l'autre. Alors que s'est-il passé vraiment ce soir-là? La mort d'Anne-Marie Lecouviour est-elle un accident? Ou bien les deux agresseurs avaient-ils pour mission de l'éliminer en maquillant le meurtre en cambriolage qui aurait mal tourné? Retour sur un singulier complot de famille. Anne-Marie Lecouviour, 75 ans, meurt après avoir été sauvagement agressée en pleine nuit à son domicile. Lorsqu'ils arrivent, ils crient, ils braillent, j'ai envie de dire, le coffre, le coffre, le coffre. Les soupçons se tournent vers Josiane, la belle-fille de la victime. Elle nie avoir commandité l'assassinat de sa belle-mère. Je crois très honnêtement que Josiane Lecouviour est incapable de vouloir du mal, au sens fort du terme, à autrui. Moi, je suis persuadé que les enfants de Lecouviour n'ont jamais aimé ma mère. Calomnie, détournement de fonds, captation d'héritage, les deux familles s'accusent des pires intentions. Sur le pas de la porte, Philippe Lecouviour a dit en partant vous n'en profiterez pas longtemps. Je lui ai dit, vous, Annette, vous avez une vie dorée. Et là, je pensais à ma mère à ce moment-là. Vous avez une vie dorée, mais sachez qu'on fera valoir nos droits. Une guerre de clans sans merci se livre pour savoir qui va hériter. La part qu'a notre père, c'est aussi notre part à nous, puisque c'est nous qui avons contribué à ça, c'est personne d'autre. Tout le monde a eu sa part. Quand j'entends maintenant Philippe Lecouviour, Jean-Jacques, c'est-à-dire c'est notre héritage. C'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine, mais non. La justice devra trancher. A-t-on voulu assassiner Anne-Marie Lecouviour ou est-ce un cambriolage qui aurait mal tourné? Un quart d'heure pour faire un cambriolage, c'est pas beaucoup. Un quart d'heure pour tuer quelqu'un, c'est assez. Leur seule arme, c'est le scotch. C'est pas une arme. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, à Grandchamp, dans le Morbihan, deux individus cagoulés ont fracturé à coups de hache une vitre de la demeure bretonne d'Eugène Lecouviour, 90 ans, et de sa deuxième épouse, Annette, 75 ans. Ils pénètrent dans les lieux, ils grimpent 4 à 4 à l'étage où ils ont vu de la lumière. Le bruit fait par les exécutants est tel que Anne-Marie est déjà debout. Elle dit à son mari, appelle la police, appelle les gendarmes, appelle la police, appelle. D'abord, elle essaye de les empêcher d'entrer. Alors ils vont devoir défoncer la porte, elle va se voir projetée en arrière. Lorsqu'ils arrivent, ils crient, ils braillent, j'ai envie de dire, le coffre, le coffre, le coffre. Et après, elle va se débattre, ils vont devoir la maintenir. Mais Anne-Marie résiste aux agresseurs. Il y a une violence qui s'est développée. C'est des gens qui doivent être un petit peu paniqués par ce qui se passait. Ce sont des pieds nickelés, donc ils vont s'affoler durant l'opération. Il faut dire que cette personne s'est montrée extrêmement vindicative également. Ils vont lui mettre du scotch, comme ils l'ont fait d'ailleurs au mari. Et on s'est acharné sur elle en ligotant par 2 fois ses pieds, ses mains, et en commençant à bâillonner ses yeux. Et enfin, on va occulter la dernière voie respiratoire, c'est-à-dire la bouche. Monsieur Lecouviour a été ligoté, bâillonné. Il semblerait qu'il ait opposé beaucoup moins de résistance, sans doute dû à son âge. Eugène n'est pas capable de se débattre comme est capable de se débattre Annette. Les agresseurs auraient dérobé des montres et des bijoux. Eh ben, il va embarquer tout ce qu'il peut embarquer, qui a une certaine valeur, des bijoux, une montre Cartier, des choses comme ça. L'agression violente a duré un quart d'heure. Une fois les malfaiteurs partis, Annette est restée inanimée. Eugène parvient alors à défaire ses liens. Dans la salle de bain, il s'est saisi d'un coupe-ongle. Avec le coupe-ongle, il a alors tenté d'arracher le bâillon d'Annette.
Mais il est déjà trop tard. Asphyxiée par le scotch qui obstrue ses voies respiratoires, elle est décédée. Qui sont les agresseurs qui se sont attaqués sauvagement à 2 personnes âgées, à la vie sans histoire? Quel serait leur mobile? S'agirait-il d'un assassinat ou d'un cambriolage qui aurait mal tourné? Eugène Lecouviour est un riche industriel de la région et un notable respecté. De sa première épouse, Lucienne, il a eu 3 enfants. Jean-Jacques, 63 ans, Catherine, 61 ans, et Philippe, 59 ans. Il a épousé en seconde noces Anne-Marie, surnommée Annette. De son côté, elle a eu 3 enfants. Thierry, 59 ans, Benoît, 55 ans, et Jean-Charles, 46 ans. C'est à Pluvigné, dont Eugène Lecouviour a été le maire pendant des décennies, qu'il a fait de son entreprise familiale le numéro 1 du mobilier d'hôpital en France et en Europe. En 1991, son concurrent américain la rachète pour un montant d'environ 60 millions d'euros, qu'Eugène partage avec ses enfants. Et c'est sa part à lui qui va être l'objet de toutes les convoitises. Qui va en hériter à son décès? Les enfants d'Eugène ou ceux d'Anne-Marie, sa deuxième femme? Cet héritage serait au cœur de la bataille sans merci que les 2 clans vont se livrer. Une bataille qui a peut-être abouti à l'assassinat d'Anne-Marie en 2009. Pour la famille d'Anne-Marie, c'est clair. La famille d'Eugène l'a fait assassiner pour récupérer l'héritage. En fait, ils sont arrivés, ils ont assassiné maman. Benoît affirme que le meurtre de sa mère était commandité par la famille d'Eugène. C'est un meurtre prémédité. Mais bien sûr que c'est prémédité. Commandité. Et pour moi, la personne qui dit le contraire, un menteur. Thierry est lui aussi catégorique. C'est un meurtre. Au contraire, pour les enfants d'Eugène, c'est un cambriolage qui aurait mal tourné. Et que la vérité éclate et que, de toute façon, maintenant, on n'arrivera jamais plus à retrouver la paix. Catherine. Pour elle, la mort d'Anne-Marie est un accident qui a plongé toute la famille dans le cauchemar. Pour moi, c'est un accident. Philippe. Il prétend détenir les preuves des manipulations financières d'Anne-Marie. Quel était l'intérêt de tuer Annette? Jean-Jacques. Selon lui, il n'y aurait pas de mobile pour le meurtre. La thèse de la préméditation ne tient pas. Qui aurait voulu assassiner Anne-Marie et pour quel mobile? Et si c'était un cambriolage qui avait mal tourné? Les agresseurs ont-ils voulu tuer ou ont-ils paniqué? Est-ce que l'on s'arme de scotch pour tuer? En réalité, leur seule arme, c'est le scotch. C'est pas une arme. Où est la vérité? Seule certitude, la belle-fille d'Eugène, Josiane, 60 ans à l'époque des faits, est impliquée dans cette affaire. Alors, qui est cette femme, apparemment sans histoire? Josiane Lecouviour n'a absolument pas le profil d'une criminelle en herbe ou réalisée. On est très très loin de ça. C'est une femme, au contraire, qui apparaît d'une très grande honnêteté. C'est quelqu'un de généreux, d'abord, je crois. Si je devais dire quelque chose, je dirais que c'est quelqu'un de généreux. Et c'est peut-être précisément cette générosité qui l'a conduite là où elle se trouve. C'est quelqu'un de très bon, et je le dis et je le pense très fort. C'est vraiment quelqu'un de très gentil et qui ne supporte pas de voir les autres dans la peine. Il faudrait imaginer qu'une personne qui a une vie exemplaire jusqu'à plus de 60 ans, brutalement, et sans raison, basculerait dans le crime. Au départ de l'enquête, les gendarmes pensent logiquement à un banal cambriolage qui aurait dérapé. Mais 2 jours après les faits, premier coup de théâtre. Le 12 avril 2009, un témoin donne rendez-vous aux enquêteurs dans un bar de Quimperlé. Il veut leur faire des révélations surprenantes. Il m'a donné tous les détails de comment il est rentré chez Madame Lecouviour. Il m'a expliqué comment il s'est assis sur Madame Lecouviour, parce qu'en fait, il s'est assis dessus, il a mis ses 2 genoux pour bloquer les bras de Madame Lecouviour, et il avait des bouts de scotch sur les bras. Il a scotché les yeux, le nez, la bouche, quoi, tout de suite. C'est la première chose qu'il a fait, quoi. Et le témoin donne le nom de l'un des auteurs de l'agression. Ce serait son ami Venceslas Le Cerf, 39 ans aujourd'hui.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la veille, Venceslas le Cerf se serait vanté auprès de lui d'avoir, selon ses propres termes, rayé la vieille. Qui est cet homme inconnu de la justice? Venceslas le Cerf, dit Vence, portier de boîte de nuit, chauffeur d'engin, conducteur d'engin, gros bras, grande gueule, on peut le dire. C'était un moment de doute dans son existence où il se remettait un petit peu en question et il a pu faire des choses qui, à tête reposée, il n'aurait pas fait. Et ce n'est pas fini. Venceslas le Cerf n'a pas agi seul. Son complice est un menuisier au chômage, Guénolé Madé, 29 ans. Il va embarquer dans son aventure Guénolé Madé qui admire ses gros bras. Il avait une forme d'admiration quand même avec, vis-à-vis de Venceslas. Il avait une relation amicale avec M. le Cerf, on pourrait dire une relation de copain. Manifestement, ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de remplir des contrats. Le Cerf et Madé sont rapidement interpellés. Et là, les gendarmes vont de surprise en surprise. Les deux hommes, placés en garde à vue, auraient reconnu les faits. Mais ils ne tiennent pas le même discours. Première version, celle de Madé. Ce serait un vol qui aurait mal tourné. Guénolé Madé a toujours déclaré la même chose, qu'il s'agissait d'un cambriolage. Mais deuxième version, plus grave, celle de Le Cerf. Ce serait un assassinat commandité. Monsieur Le Cerf, au moment où il est interpellé, il est dépassé par les événements. Au cours de la garde à vue, il avoue un assassinat. Et ce n'est pas tout. Le Cerf prétendrait même qu'il aurait agi à la demande d'une troisième personne, Loïc Duguay. C'est le nom du jardinier qu'il aurait recruté au cours d'une soirée. Un homme au-dessus de tout soupçon. 2 ans après son interpellation, sa femme, Nadine, est encore sous le choc. C'est très violent, une interpellation. Moi, j'étais au courant de rien. J'ai vu débarquer 8 gendarmes au petit matin dans ma cour avec des gilets pare-balles. Inutile de vous dire que je me suis plutôt inquiétée puisque mon mari n'était pas là, qu'il lui soit arrivé quelque chose. Loïc Duguay a été, pour cette affaire, placé en garde à vue, mais il a été pour la première fois de sa vie placé en garde à vue. Et c'est quelqu'un qui n'est absolument pas habitué, donc qui a été coupé de repères et qui est peut-être tombé dans des pièges. Au cours de la garde à vue, Loïc Duguay, le jardinier de Josiane, aurait reconnu avoir été sollicité par sa patronne pour assassiner Anne-Marie. Mais il n'ose pas le faire lui-même. C'est Le Cerf et Madé qui auraient agi pour lui. Dans un premier temps, Le Cerf et Duguay auraient confirmé qu'il s'agit bien d'un meurtre avec préméditation, maquillé en cambriolage. Mais quelques mois plus tard, ils seraient revenus sur leurs premiers aveux. Cette fois, ils auraient affirmé qu'ils devaient seulement commettre un vol. De son côté, Josiane nie depuis le départ avoir prémédité un meurtre. Elle est pourtant mise en examen pour assassinat et écrouée à la maison d'arrêt de Rennes. Selon elle, Le Cerf et Madé devaient uniquement récupérer des documents. Mais le vol aurait mal tourné. La mission demandée par Josie, le projet de Josie, c'est d'aller chercher des papiers dans ce qu'elle pense être un coffre-fort qui se trouve au domicile de ses beaux-parents. Alors, de quels documents s'agit-il? Josiane elle-même ne le sait probablement pas. En fait, elle espérait trouver des documents permettant de prouver qu'Anne-Marie escroquait Eugène. Aucun de ces papiers n'a jamais été découvert, ni par les intéressés d'ailleurs, lorsqu'ils ont commis les faits, ni par la suite. Anne-Marie est-elle décédée parce que la récupération des papiers a été confiée à des hommes trop violents? Mais au fait, quel terrible secret renferment ces papiers? Pour répondre à la question, il faut remonter au second mariage d'Eugène avec Anne-Marie en 1983, car cette union a tout de suite semé le trouble chez les enfants d'Eugène. Je l'ai apprise par la bouche d'Annette me disant écoutez Philippe, on s'est marié samedi dernier. Eugène va épouser en deuxième noces celle qui était sa maîtresse. Elle a d'abord été sa maîtresse. Moi, je vous certifie qu'on n'a jamais été invité au mariage de notre père et d'Annette. Notre mère en a beaucoup souffert. Et on peut dire aujourd'hui que elle s'est laissée mourir derrière ça. De leur côté, les enfants d'Anne-Marie soutiennent que leur mère a vécu une vraie histoire d'amour avec Eugène. Je pense que son épouse aussi a souffert de cette séparation, mais bon, c'est la vie, je veux dire.
Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils ont voulu vivre ensemble et bon, ça va pas toujours dans le bon sens. À la suite de la mort d'Anne-Marie Lecouviour, 4 suspects sont arrêtés, dont Josiane, sa belle-fille. Au cœur du crime, 2 familles pour un seul héritage. En 1991, l'entreprise est vendue aux Américains. Eugène et ses enfants se partagent le pactole à part égale. Les années passent. Eugène se serait alors éloigné de ses enfants. Là encore, les points de vue divergent. Il y avait un barrage parce qu'on n'était pas conviés. Pour exemple, mon fils qui a aujourd'hui 28 ans, il a dû voir mon père en tout et pour tout dans sa vie, je ne sais pas s'il a vu 10 fois. Philippe Lecouviour avait des ennuis de cœur, il venait s'en épancher auprès de maman. Voilà, c'était... je veux dire, je pense qu'elle les a reçus, pas comme ses propres enfants, certainement pas, mais comme ses beaux-enfants et comme les enfants de son mari, si vous voulez. Moi, je suis persuadé que les enfants de Lecouviour n'ont jamais aimé ma mère. Le ver est dans le fruit. Eugène prend de plus en plus ses distances. Ses enfants sont inquiets. Leur père a 87 ans. Il soupçonne Anne-Marie de profiter de son âge avancé pour vider leur compte en banque. Il la suspecte aussi de vouloir mettre la main sur son héritage. La part qu'a notre père, c'est aussi notre part à nous, puisque c'est nous qui avons contribué à ça. C'est personne d'autre. C'est nous qui avons travaillé, c'est notre sueur qui est là. Quand en 91, l'affaire a été vendue, où Eugène Lecouviour a fait cette répartition en 5, il en a donné une part à son ex-femme, donc je suppose que c'était pour la tranquillité, et puis parce qu'elle avait... Donc tout le monde a eu sa part. Quand j'entends maintenant Philippe Lecouviour, Jean-Jacques, c'est-à-dire c'est notre héritage. C'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine, mais non. Et lorsque les enfants d'Eugène réalisent que la part de leur père risque de leur échapper à sa mort, tout bascule. J'avais fait le relationnel avec un commercial d'une banque qui m'avait dit que la quasi-totalité des fonds de la cession de l'entreprise était sur un contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire était Annette. C'est-à-dire la totalité de la fortune d'Eugène, soit 10 millions d'euros, qu'il a placé sur une assurance vie au seul bénéfice de sa femme, Anne-Marie. Pour les enfants d'Eugène, c'est inacceptable. Si vous voulez que quelqu'un n'hérite pas, vous le mettez en assurance vie, et puis vous mettez un légataire, et puis c'est bon. Hein. Je me suis dit, avant d'avoir des problèmes pénibles à régler, il vaut mieux prévenir notre père, qu'il prenne des dispositions. On s'est dit, bon, il faut Catherine, il faut ma soeur, mon frère et moi, et puis on va inviter papa, et on va essayer quand même de le faire parler un peu. On a trouvé un stratagème pour que lui vienne, mais que Annette ne soit pas là. C'était pas évident. Et on va dans un restaurant et on essaie d'avoir une discussion. Et là, les choses ne vont pas se passer comme les enfants d'Eugène l'avaient prévu. Le prétexte, c'est de parler de l'usine qu'on a vendue il y a quelque temps. Eugène tombe dans le panneau, si je puis le dire comme ça, va accepter l'invitation de ses fils pour parler de l'usine. Et puis très rapidement, la question de savoir comment Eugène s'est organisé vient sur le tapis. Et là, c'est fini. Eugène se fâche. Ils ont demandé à leur père comment il avait prévu sa succession. Leur père leur a répondu, il a eu une réponse que je trouve très intelligente. Il leur a dit que sa femme et lui-même s'en étaient occupés, qu'il n'avait pas de souci à se faire. On ne lui demandait pas grand-chose, on lui demandait de confirmer ce qu'il avait fait. C'était pas plus compliqué que ça, puisqu'on ne pensait pas vraiment à mal, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, oula, s'il ne veut pas nous parler, s'il a une attitude comme ça, c'est que les choses ne sont pas normales. Je pense que Annette devait lui dire écoute, tu as fait certainement ce qu'il fallait pour tes enfants, donc il n'y a plus de discussion à avoir, et puis voilà. Eugène refuse que ses enfants se mêlent de sa succession. Le débat est clos.
Mais la question empoisonnera pour toujours leur relation avec leur père. 6 mois plus tard, en janvier 2007, les enfants reviennent à la charge en présence d'Annette. Cette fois, la rupture est définitive. Et là, mon beau-père les a mis à la porte. C'est pas ma mère ni quoi que ce soit, c'est mon beau-père qui a mis ses fils à la porte parce qu'ils ont été odieux. Et sur le pas de la porte, Philippe Lecouvior a dit en partant, vous n'en profiterez pas longtemps. Alors ça, c'est une invention, mais alors tout à fait extraordinaire. Moi, je sais ce que j'ai dit en sortant. Je lui ai dit, vous, Annette, vous avez une vie dorée. Et là, je pensais à ma mère à ce moment-là. Vous avez une vie dorée, mais sachez qu'on fera valoir nos droits. Là, on se fait insulter par Annette, qu'on était des enfants ignobles, qu'on voulait déjà tout de suite, enfin, des choses incompréhensibles. À partir de ce moment-là, les deux clans ne cesseront plus de s'affronter à coups de calomnie. D'un côté, les enfants d'Eugène soupçonnent leur belle-mère, Anne-Marie, de vouloir s'accaparer leur héritage. Côté Anne-Marie, on affirme au contraire que les voleurs d'héritage sont les enfants d'Eugène. Il y aurait même eu des témoins de cette guerre de tranchées. Deux familles se disputent l'héritage du riche industriel Eugène Lecouvior, dont l'épouse a été tuée au cours d'une agression. Josiane, sa belle-fille, aurait-elle commandité le meurtre ? Josiane Lecouvior aurait-elle voulu la mort de sa belle-mère, Anne-Marie ? Pour quel mobile ? Deux clans s'affrontent et s'accusent des pires intentions. On a une amie qui fait du golf, et à un moment donné, Jean-Jacques Lecouvior et Josiane Lecouvior avaient un magasin de golf près de Lorient. Et donc cette amie va faire quelques emplettes et dit, je connais votre belle famille, je suis une amie de Benoît et Thierry Hamon. Et là, Josiane Lecouvior lui dit, ah, celle-là, ne m'en parlez pas, elle spolie l'héritage de mon beau-père. C'est un gros mensonge de la part de la personne qui a été rapportée. Elle est passée à la caisse, et pendant qu'elle était à la caisse, elle aurait rencontré pour la première fois de sa vie ma femme, et au bout de 5 minutes, ma femme lui aurait dit, moi j'ai une belle-mère qui spoilie la fortune de la famille. Alors, quand on connaît ma femme, et puis quand on voit qu'en 5 minutes on peut dire des choses comme ça, alors là, les bras m'en tombent. Hein. La réaction d'Anne-Marie, la deuxième femme d'Eugène, ne se fait pas attendre. Elle appelle Josiane, la belle-fille de son mari. Alors là, il y a eu cassure entre ma femme et Annette. On reçoit un coup de téléphone, c'est moi qui vais prendre. Annette, je reconnais bien sa voix, elle dit « Passez-moi Madame Lecouvior ». Je reste un peu sur le derrière, puis je dis, je dis, il y a Annette qui veut te parler. Et elle se fait insulter, et même jusqu'à dire, je vais vous emmener, alors, parce que tout d'un coup, c'était vouvoiement, je vais vous envoyer mes avocats, vous allez voir, ça va pas se passer comme ça, et tout. On est resté, mais alors, sidéré, mais alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Je pense pas qu'elle était particulièrement aimée, ni par ma mère, mais ni par mon beau-père d'ailleurs. Nouvelle accusation. En plus de l'héritage qui risque de leur échapper, les enfants d'Eugène sont persuadés que leur père se ferait escroquer par Anne-Marie, sa seconde femme. Elle soutirerait de grosses sommes, en francs à l'époque. Et les relevés bancaires le prouveraient. Anne-Marie donnait de l'argent à ses enfants sans que notre père soit au courant. Et effectivement, avant la cession d'entreprise, il y avait des dépenses, 3 000, 4 000, 2 000, des dépenses courantes du ménage. Et après la cession de l'entreprise, dès la fin 91, on retrouve des retraits, 250 000, 20 000, 15 000, 60 000, 30 000. Et c'était pratiquement tous les 10 jours ou tous les 20 jours. Qu'est-ce qui justifierait de tels retraits ? Pour le mari de Benoît, l'explication est simple. On s'aperçoit que ces sommes sont toujours à la même date, c'est-à-dire au mois de juin de chaque année. Et en fait, correspondent au paiement de l'ISF de monsieur et madame Lecouvior. Alors c'est vrai que l'ISF, à cette époque-là,
Le dernier qu'ils ont payé, puisqu'on en a eu connaissance, fait près de 60 000 €. Bon an, mal an, ça fait 300 000 francs. Il ne faut donc pas s'étonner de retrouver une sortie de 250 000 francs à une certaine date. Il faut être malade pour, depuis 83, suivre les comptes de ses parents pour voir s'ils n'en dépensent pas trop, alors qu'eux ont reçu la même somme. Est-ce qu'ils auraient accepté que ma mère aille voir dans leur propre compte pour voir comment ils dépensaient, si Catherine Lecouviour faisait un cadeau à ses beaux enfants, parce que aussi c'est une famille recomposée. Je dis, mais attendez, vous imaginez, il faut être malade pour faire ça. Je n'ai jamais trouvé une critique objective, impartiale, pouvant établir que Madame Anne-Marie Lecouviour dilapidait dangereusement les ressources, les acquis du ménage, voire même la fortune personnelle de son mari. Pour les enfants d'Eugène, Anne-Marie serait donc coupable de tous les maux. Elle détournerait l'argent de leur père au profit de ses propres enfants. Et elle ferait tout pour les tenir à l'écart du patriarche. C'est inacceptable. Philippe et Jean-Jacques sont mis à l'écart, n'ont plus accès à leur père. Ça pose chez les enfants par le sang, ça pose une question d'identité. D'imaginer qu'ils ne sont plus les enfants de leur père, problème d'identité. Et puis d'imaginer que le fruit de leur travail va partir à d'autres qui ne sont pour rien dans la réalisation de la fortune, c'est quelque chose qui devient insupportable. Jean-Jacques souffre de la brouille avec son père. Cela aurait-il joué sur sa vie de couple avec Josiane ? Elle a vu que j'étais malheureux. Elle était certainement très contrariée pendant tout le temps de me voir dans cet état-là, toujours à ressasser, parce que j'en parlais assez souvent, très souvent même. Comment mettre fin à la détresse de son mari ? C'est parce qu'elle aurait voulu l'aider à sortir de ce conflit familial que le destin de Josiane a basculé dans la tragédie. Josie, nous voyant malheureux, a voulu certainement nous apporter son concours par une recherche de documents qui avait fait l'objet d'une discussion entre Annette et elle lors d'une invitation bien auparavant. Annette est partie dans des descriptions un petit peu de toute la famille et en disant notamment en parlant de mon frère que je vais vous employer les mots qu'elle a dit, ce fouille merde, de toute manière, il aura beau chercher, il ne trouvera pas les papiers financiers de mon père et d'Annette. Et tous ces papiers-là sont dans un coffre. C'est rentré dans la tête de ma femme, ça. C'était donc ça, les papiers que Josiane aurait voulu récupérer en simulant un vol. Ces soupçons d'escroquerie auraient aggravé les tensions entre les deux clans. Résultat, au mois de janvier 2009, Anne-Marie aurait refusé d'inviter Josiane à fêter les 90 ans d'Eugène. Quelques mois plus tard, Josiane aurait donc eu l'idée de faire cambrioler ses beaux-parents. Elle serait passée à l'action, sans en parler à personne. Pour cela, il lui fallait d'abord trouver un homme de confiance. Ce sera son jardinier, Loïc Duguet. Au départ, elle lui demande à lui directement, je crois, d'aller faire ce cambriolage. Et parce que c'était tout simple. Loïc Duguet travaille pour elle est femme au foyer, elle voit Loïc Duguet périodiquement, elle parle, elle a besoin de se confier, elle parle facilement. Elle confie ça à Loïc Duguet, puisque Loïc Duguet est capable de faire le jardin, il est peut-être capable aussi d'aller faire autre chose. Hein. Pour prouver qu'Annette, sa belle-mère, pille le patrimoine de son mari, Josiane aurait décidé de dérober le testament d'Eugène Lecouviour. Loïc Duguet aurait refusé. Josiane aurait insisté. Alors pourquoi aurait-il fini par céder ? Quand c'est avec des gens qui ont de l'argent, il y a quand même un rapport dominant-dominé. Et donc mon mari, je pense que si elle lui a demandé ça, elle a dû lui demander sûrement beaucoup de fois avant qu'il accepte quoi que ce soit. Loïc Duguet a, dans les années 90, au début des années 90, bénéficié d'un prêt devant notaire, de manière très transparente et très claire.
de ses employeurs, donc du couple Lecouvior, prêt qui a été remboursé, mais qui lui a permis d'être propriétaire de sa maison. Il n'a jamais oublié que Madame Lecouvior et son époux l'avaient aidé à un moment donné de sa vie. Et c'est vrai que c'est très important pour lui. Quand on est lié, quand on travaille, on a une entreprise, mais qu'on travaille 35 à 36 heures, dans la propriété des Lecouvior, Josiane et son mari, on a des devoirs et des obligations. Et quand Josiane ordonne, ou quand son mari ordonne, on obéit. Désormais, tout est en place pour l'acte final de cette tragédie familiale. Loïc Duguet aurait donc recruté le cerf, qui aurait à son tour recruté Madé. Quelle était leur mission? Dérober les papiers dans le coffre d'Anne-Marie ou se débarrasser d'elle définitivement, c'est-à-dire l'assassiner en faisant croire à un cambriolage. La famille d'Anne-Marie donne sa version sur les lieux du crime à Grandchamp. Je suis pas venu depuis, moi, là. T'es pas venu depuis? Je suis pas venu depuis. Ah bah, tu vois que ça fait un choc. Ah oui, ça fait un choc. Ils ont dû descendre et on peut passer entre le garage et le talus, là. Donc ils sont allés jusqu'un petit peu plus loin, d'où ils avaient une vue pour voir s'il y avait de la lumière. Ils ont vu de la lumière, donc ils ont attendu que la lumière s'éteigne. Et puis là, ils sont rentrés, toujours dans le noir, puis ils sont montés à la chambre, toujours dans le noir. Et là, ils ont commis leur forfait. Mais il faut quand même savoir qu'ils ont mis un quart d'heure à le faire, hein. Or, un quart d'heure pour faire un cambriolage, c'est pas beaucoup. Un quart d'heure pour tuer quelqu'un, c'est assez. La volonté de tuer, c'est ce que conteste la défense. La méthodologie utilisée ne paraît pas conforme. Est-ce que l'on s'arme de scotch pour tuer? On n'a jamais vu, dans le passé, dans les annales judiciaires, de criminels qui utilisent du scotch. En réalité, leur seule arme, c'est le scotch. C'est pas une arme. Mais selon le gendre d'Anne-Marie, l'argument n'est pas recevable. Avec un scotch, on peut effectivement étouffer quelqu'un si on lui bouche la narine, les narines et la bouche. On peut tuer quelqu'un avec un scotch. Anne-Marie aurait eu la tête recouverte de scotch. L'hypothèse d'une mise en scène serait plausible. C'est vrai qu'on peut s'interroger, mais sans oublier que l'argument initial était « Veuillez, s'il vous plaît, commettre un assassinat en faisant passer cet assassinat pour un cambriolage ». Donc en fait, on ne tue pas quelqu'un avec une arme blanche ou avec un pistolet pour cambrioler. Mais par contre, si on tue quelqu'un en l'étranglant discrètement ou bien en lui mettant du scotch sur la figure, effectivement, on peut quand même penser à un cambriolage organisé initialement. Dans un premier temps, les gendarmes ne trouvent pas de coffre. L'hypothèse d'un meurtre maquillé en cambriolage devient donc parfaitement plausible, jusqu'à un rebondissement troublant. S'ils étaient venus pour cambrioler, ils auraient quand même... Ils seraient allés voir les pièces à côté, je veux dire. Je sais pas, moi. Ils avaient deux personnes d'un certain âge, ils immobilisaient maman, ils immobilisaient Eugène Lecouvior, ils avaient tout le temps d'aller chercher des papiers. Puisqu'ils ne les avaient pas trouvés, puisqu'il n'y avait pas de coffre, qu'est-ce que vous faites? Ben vous allez, surtout si vous devez toucher de l'argent pour avoir des papiers, vous allez voir dans les pièces qui sont à côté. Ce que l'on sait, c'est que leur objectif était bel et bien de trouver des documents. Car lorsqu'ils entrent dans la pièce, ils hurlent. Le coffre, où est le coffre? Ils cherchent un coffre. Ce coffre, ils ne le trouveront jamais. Pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Les gendarmes, ils sont pas que idiots. Vous me prenez pour des imbéciles, vous me prenez pour un imbécile. Vous me dites que vous êtes venu chercher un coffre, il n'y a pas de coffre. Donc si vous n'êtes pas venu chercher un coffre et puisque Madame Lecouvior est décédée, c'est que vous êtes venu pour la tuer. Hein, c'est tellement simple. En revanche, par la suite, plusieurs semaines après, on va se rendre compte qu'il y avait bel et bien un coffre. Ce n'était pas un coffre à proprement parler, mais c'était une cache qu'elle appelait son coffre. Un autre élément pourrait faire douter des intentions criminelles des agresseurs. Selon la défense, pendant l'opération, les malfaiteurs se seraient inquiétés de l'état de santé d'Anne-Marie. Eugène a déclaré avoir entendu qu'à un moment, l'un des agresseurs a demandé « ça va madame ». Ça va madame. Alors ça c'est quelque chose d'important, c'est parce que quand on est chargé de prétendument tuer quelqu'un, on ne lui demande pas avant de le laisser si ça va.
C'est faux. Il a indiqué ça un an après. Un an après, un homme de 90 ans se souvient qu'il a entendu les protagonistes de cette affaire demander à son épouse, alors que c'est lui qui a enlevé le bandeau à sa femme, il a vu dans quel état elle était. Et il se permet de dire un an après qu'il a entendu « Est-ce que ça va, madame ?» Mais c'est une honte. Moi, je dis que c'est une honte de faire des choses comme ça. Pour commettre cette agression, Le Cerf et Madé auraient touché 10 000 € chacun. Cette somme est-elle vraisemblable pour un assassinat ? Bien sûr, ils ont demandé de l'argent pour y aller, puisqu'on parle de ces 20 000 €, donc 10 000 pour chacun. Je ne sais pas si vous iriez tuer quelqu'un pour 10 000 €. Ça interpelle toujours de se dire que la somme qui avait été fixée, c'était 20 000 €, qui avait été acceptée par la commanditrice. 20 000 € à deux pour commettre un assassinat, ça pose question. C'est dans ce dossier, je crois que faut relativiser le montant des sommes et la notion de l'argent. Ce qui peut être modeste pour l'un peut être une somme extrêmement conséquente pour l'autre. L'accusation soutient que des gens sont capables de faire tout et n'importe quoi pour rien ou presque. On dit ce qu'on veut, hein, mais je reste penser quand même que 10 000 € pour aller tuer quelqu'un, avec les risques que ça suppose, hein, c'est quand même pas cher payé du tout. Donc ça aussi, c'est un argument qui me laisse à penser que c'était pas d'assassinat dont il s'agissait. Et s'il s'agissait de récupérer des papiers, pourquoi Le Cerf et Madé auraient-ils emporté des bijoux ? Et en fait, ils sont arrivés, ils ont assassiné maman. C'était le travail qu'on leur demandait, ça s'est passé en un quart d'heure. Ils ont pris quelques bijoux qui traînaient par là et ils sont partis, ils n'ont pas cherché plus loin. Pour moi, le fait de prendre des bijoux, c'est uniquement pour accréditer la thèse d'un cambriolage. L'avocat de Le Cerf donne la même version. Le vol de bijoux devait faire diversion. Ah, ils disent qu'on leur a demandé de les rapporter pour prouver qu'ils avaient été sur place et pour pouvoir effectivement toucher leur argent. Ce n'est pas la version de Josiane qui prétend que Le Cerf et Madé auraient agi de leur propre initiative. Alors, qui croire ? Josiane n'a pas demandé que les bijoux soient récupérés. Simplement, ils ont récupéré les bijoux pour montrer qu'ils avaient bien été à l'endroit en question. N'ayant pas les papiers, ils ont remis les bijoux, quoi, pour bien prouver qu'ils y étaient allés. Seulement, le problème, c'est que ils ne savaient pas à l'époque ou au moment où ils sont revenus qu'il y avait le décès d'Annette, et là, ça a compliqué beaucoup les choses, quoi. Josiane n'a jamais demandé ça, elle n'a jamais demandé de bijoux. Il n'y avait pas besoin d'autre chose que l'assassinat lui-même. Si jamais on voulait, si on avait voulu un assassinat, le résultat était là, on n'avait pas besoin d'autres preuves. Hein. Si Josiane avait voulu faire assassiner Anne-Marie, quel aurait été son mobile ? Eugène avait signé une assurance vie au seul profit de sa femme. Il a 15 ans de plus qu'elle. Il aurait donc dû décéder avant. Dans ce cas, ses enfants n'auraient rien touché de son héritage. Alors, pour ne pas risquer d'être déshérités, il fallait supprimer Anne-Marie. Il y avait une obligation d'inverser l'ordre de décès pour récupérer les sommes des assurances vie pour les enfants Lecouvior, mais en plus, il y avait urgence à le faire. Parce que la situation financière, aussi bien de Catherine que la situation financière de Jean-Jacques, était difficile. Eh bien, il faut avoir l'esprit tordu. Et pour supprimer, faire disparaître, par tout moyen, Anne-Marie, de façon à ce que cette somme n'aille plus dans le patrimoine de ses enfants et revienne à Eugène Lecouvior et reviendra dans le circuit de la donation en ligne directe des enfants. Mais pour les enfants d'Eugène, cette théorie du meurtre prémédité ne tient pas debout. Sa mort n'aurait eu aucun avantage pour eux. Quel était l'intérêt ? Aucun. Puisque si elle était marquée sur le testament, elle l'est toujours. Elle devrait l'être en tout cas, sur le testament. Je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Si elle était marquée comme légataire des contrats d'assurance vie, c'est pas parce qu'elle meurt qu'elle ne l'est plus. On est bien d'accord. Donc, la succession d'Annette, c'est les enfants d'Annette. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça ?
faire disparaître Annette, la mort d'Annette ouvre sa succession. Et la mort d'Annette ouvre également les opérations de liquidation de la communauté. Donc si véritablement on était intéressé par l'argent, et si véritablement on voulait empêcher que les beaux enfants puissent venir au partage, il fallait surtout pas tuer leur maman. Dans un premier temps, Eugène est lui-même persuadé de la culpabilité de sa belle-fille, Josiane. Pendant quelques temps, je sais pas, 2 ou 3 mois, il m'a même intimé l'ordre de divorcer. Et je ne l'ai pas fait, et je l'aurais jamais fait de toute façon, mais il me mettait en demeure de le faire. Hein. C'était pas simple. Hein. Mais au bout d'1 an, nouveau rebondissement. Eugène modifie radicalement sa position. Après l'avoir accablé, il prend le parti de Josiane. Mon père s'est aperçu que on l'avait manipulé, qu'il était trompé, qu'on lui avait caché des quantités de choses, en fait que tout était machiné, enfin il y a une grosse machination pour que on soit déshérité. Et ça, c'est notre père. Donc il a dit, ah non, ça peut pas. Il s'est peut-être rendu compte qu'il avait fait des erreurs, qu'il avait été injuste vis-à-vis de ses enfants. Après avoir exigé de Jean-Jacques qu'il divorce, lui aussi, quelque part, il culpabilise. Il se dit aujourd'hui, Eugène, que si jamais il avait été plus ferme, plus courageux, plus transparent, plus près de ses enfants, s'il ne s'était pas laissé faire par son épouse Annette, s'il avait été assez courageux, assez ferme pour dire non, c'est mes enfants, c'est mes affaires, je gère, je suis transparent, je dis ce qu'il en est, eh bien, il n'aurait pas fait en sorte que le mystère s'installe. Josiane Lecouviour aurait-elle commandité un cambriolage ou l'assassinat de sa belle-mère? Au cours de l'enquête, Eugène Lecouviour, le mari de la victime, a changé de camp. Les enfants d'Anne-Marie sont scandalisés par le revirement d'Eugène. Ils voudraient comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est odieux. Comment on peut aller soutenir quelqu'un qui est en partie responsable de la mort de sa femme? Et je me dis, comment 35 ans de vie commune peuvent être balayés comme ça, rayés de la carte comme m'a été maman? C'est vraiment, vous vous posez des questions. Et je me suis dit, en fait, cet homme, tout de suite, il a su, tout de suite, il a compris que ça venait de son côté. Depuis, Eugène Lecouviour s'est rapproché de ses enfants. Il a même adressé plusieurs lettres à son fils. Il y assume sa part de responsabilité. Mon cher Jean-Jacques, aujourd'hui je comprends mes erreurs à travers tout ce que j'apprends. Ma souffrance est immense, car je sais par mes erreurs que je vous ai entraîné dans un quotidien douloureux. Pardon aussi pour t'avoir demandé sur le coup de l'émotion de divorcer de Jody. Pardon. Finalement, il ne reste plus qu'un seul témoignage en faveur de la thèse de l'assassinat commandité par Josiane. C'est celui du fameux témoin. Problème, il n'était pas sur les lieux. Il ne connaît ni le jardinier, ni Josiane. Il affirme pourtant que le cerf lui aurait tout raconté. Alors, son témoignage est-il fiable? On a quand même une sorte de témoin providentiel qui lui, essaye de se faire le chevalier blanc de la justice. Donc il devient le héros quelque part. Parce que je crois que manifestement, cette personne aime la publicité. C'est pas forcément quelqu'un de fiable. Que monsieur peut-être que cette volonté de se mettre en avant l'amène à dire plus de choses qu'il n'a réellement entendues. Il est considéré unanimement par tous les gens qui le connaissent comme un grand mythomane. C'est ça le témoin de l'accusation. Si la défense remet en question la fiabilité du témoin, la procureure, pour sa part, considère que sa déposition reste valable. Bon, d'une part, les déclarations du témoin sont extrêmement précises. Ensuite, on peut aussi mal vivre les faits après coup et peut-être avoir besoin de se confier. Les 4 protagonistes de l'affaire sont mis en examen pour assassinat, enlèvement, séquestration et vol avec violence. Ils sont tous écroués depuis avril 2009. D'une part, les agresseurs, Venceslas Le Cerf et Guénolé Madé,
D'autre part, Loïc Duguay, l'intermédiaire, et Josiane Lecouviour, la commanditaire. Ils risquent la condamnation à perpétuité. Le procès devant la cour d'assises du Morbihan devra déterminer les responsabilités et l'implication des 4 accusés. Les jurés devront trancher. Quelle était la véritable mission des agresseurs d'Anne-Marie Lecouviour? Guénolé Madé, mais c'est pas quelqu'un qui se pose des questions. C'est pas quelqu'un qui anticipe. C'est quelqu'un qui vit le moment présent. C'est une personne qui a confiance en Wenceslas Le Cerf et qui, donc, suit. Wenceslas Le Cerf, il a parfaitement conscience actuellement de ce qui s'est passé. Je pense que les regrets qu'il exprime sont sincères. Malheureusement, actuellement, il a conscience du fait que Madame Lecouviour est décédée, même si il nous dit que c'est pas quelque chose qu'il a voulu. Et pourquoi Loïc Duguay, le jardinier, un père de famille sans histoire, s'est-il retrouvé mis en examen dans une affaire d'assassinat? Il n'y a aucun témoignage, aucune déclaration qui laisse penser que Loïc Duguay aurait accepté de recruter Le Cerf pour recevoir une récompense. Il l'a fait pour rien. La justice devra donc déterminer si oui ou non, Josiane Lecouviour a pu décider à 60 ans de faire assassiner sa belle-mère pour une sordide histoire d'héritage. J'ai en mémoire une phrase de Josiane Lecouviour. J'ai fait une énorme bêtise. Alors quand vous reconnaissez, alors qu'on l'on vous demande rien, d'avoir commis l'irréparable, une bêtise énorme, vous signez malheureusement cet assassinat et vous devez prendre cette responsabilité, eh bien de terminer à jamais ces jours privés de liberté. Je crois très honnêtement que Josiane Lecouviour est incapable de vouloir du mal, au sens fort du terme, à autrui. Et c'est quelque chose qui a dépassé complètement le projet qu'elle avait fomenté. C'est des heures de chagrin, et je compatis sincèrement. La mort d'Annette n'est pas... C'est dur aussi. Et je pense qu'on va emporter ce fardeau-là pour le restant de notre vie, tous les uns les autres. Et ma femme, bien sûr, elle me dit que elle est hantée par tout ça, parce qu'elle ne s'imaginait vraiment pas que le drame que ça pouvait engendrer. Et puis nous, ben, comment voulez-vous qu'on vive avec ça? Sur la tombe d'Anne-Marie, ses enfants ont promis de lui rendre justice. Plus que jamais, les 2 clans de la famille sont déterminés à régler leurs comptes. Mon beau-père a mis une plaque et sur sa plaque, c'est marqué « Le temps passe et les souvenirs restent ». Et je voudrais être en face de lui et lui dire « Mais quel souvenir il te reste de ta femme? T'as tout effacé, t'as tout rayé, t'as tout piétiné. » Il a piétiné 36 ans. Et oui, je voudrais qu'il me réponde. Sincèrement, je voudrais qu'il me réponde. On va la retirer, je vais la déposer aux pompes funèbres et je vais leur demander de la remettre à Eugène Lecouviour. S'il veut la mettre sur la tombe de sa femme, il faut vraiment qu'il m'explique. Josiane Lecouviour a été libérée au mois d'août 2011. En 2012, elle comparaît libre au procès devant la cour d'assises du Morbihan. L'accusation d'homicide volontaire n'est pas retenue, mais Josiane Lecouviour est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité de séquestration et de vol avec violence. 15 années de réclusion criminelle, après l'acquittement sur la qualification principale, c'est quand même extrêmement sévère comme peine et assez peu compréhensible à l'issue des 15 jours de débat. Wenceslas Le Cerf et Guénolé Madé sont condamnés respectivement à 18 et 15 ans de réclusion criminelle. Loïc Duguay à 8 ans. La mort d'Annette Lecouviour serait donc accidentelle. Pourquoi l'assassinat n'a pas été retenu? Tous les ingrédients sont là. Les préparations, la séquestration, les violences. Alors qu'est-ce qui a assassiné? Il y a quand même un mystère. Josiane Lecouviour et Guénolé Madé ont fait appel de leur condamnation.
Les 4 seront rejugés devant la cour d'appel de Saint-Brieuc, courant 2013. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site internet de TMC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.